Bonjour à tous. Je suis une voix synthétisée qui vous guidera tout au long de ce cours de programmation en Java. Le contenu de ce cours a été préparé par Karim Nouyoua, enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. Aujourd'hui, c'est un moment important, nous allons écrire notre première classe et créer des objets à partir de celle-ci. Ensuite, nous explorerons comment modifier ces objets et les dessiner afin de visualiser leur état réel. Pour conclure, nous introduirons les boucles, qui nous permettront de répéter des blocs d'instructions de manière efficace. Nous allons aborder les objets en définissant une classe point et en manipulant des objets de cette classe. Voici le contenu du fichier .java. Le fichier contient la définition de la classe point. Le code débute par public classe point, ce qui indique que nous allons définir la classe point. Le corps de la définition de la classe est délimité par l'accolade ouvrante à la ligne 1 et l'accolade fermante à la ligne 4. Les lignes 2 et 3 indiquent qu'un objet de la classe point est composé d'une propriété x de type int et d'une propriété y de type int. Pour l'instant, nous n'avons pas d'objet. Nous avons juste une définition qui dit qu'un point est le regroupement de deux entiers nommés x et y. À présent, après avoir défini la classe, nous pouvons déclarer des variables de type référence vers un objet de la classe point. Voici un exemple de fichier exécutable nommé .example1.java. On dit qu'il est exécutable car nous allons pouvoir le lancer, comme nous l'avons fait dans les cours précédents. Ce programme débute, à la ligne 3, par la déclaration d'une variable nommée .a. Le type de cette variable est « référence vers un objet de la classe point ». La valeur de la variable est non définie pour l'instant, car nous ne lui avons pas encore affecté de valeur. Sur le dessin de la mémoire, fin de ligne 3, nous visualisons bien notre variable. En dessous, le nom, au-dessus, le type, et dans la case, la valeur. À la ligne 4, nous déclarons une nouvelle variable de type « référence vers un objet de la classe point ». Celle-ci se nomme .b, et elle est non définie, comme on peut le vérifier sur le dessin de la mémoire. Notez bien qu'à ce stade, nous n'avons toujours pas d'objet. Voici maintenant un exemple de construction d'objet de la classe point. À la ligne 3, nous déclarons notre variable comme précédemment. À la ligne 4, l'expression new parenthèse ouvrante parenthèse fermante permet de construire un objet de la classe point. La valeur de cette expression est la référence de l'objet construit. Cette référence correspond à un emplacement en mémoire. L'affectation de la ligne 4 permet donc de mémoriser la référence de l'objet construit dans la variable .a. De la même manière, à la ligne 6, on construit un nouvel objet de la classe point et on mémorise sa référence dans la variable .b. Les références des deux objets construits sont différentes, car ils sont distincts et ont chacun leur propre emplacement mémoire. J'imagine que vous êtes un peu dans le flou après cet exemple sur la construction d'objets de la classe point. Afin de clarifier tout cela, reprenons la portion de code de l'exemple précédent et dessinons l'état de la mémoire après chaque instruction. À la ligne 3, nous déclarons une variable nommée .a de type référence vers un objet de la classe point. Cette référence est indéfinie, comme on peut le vérifier sur le dessin. La ligne 4 permet de construire un objet de la classe point à l'aide de l'expression new parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Supposons que cet objet est stocké en mémoire à la référence @the556. Vous pouvez visualiser cet objet sur le dessin de la mémoire à la fin de la ligne 4, il est à droite de la variable .a. Pour représenter cet objet, nous avons inscrit tout en haut son type, point. Juste en dessous, figure son emplacement mémoire, @the556.
Enfin, après un trait horizontal de séparation, nous avons dessiné ces propriétés, x et y. Pour chacune de ces propriétés, le nom est indiqué en dessous, la valeur dans la case et le type au-dessus. Remarquons que les propriétés ont pour valeur 0 et non pas indéfinie, comme c'est le cas pour les variables. Revenons maintenant au code ligne 4, comme new. Retourne la référence de l'objet construit, .a vaut donc @e556. De la même manière, à la ligne 5, nous déclarons une autre variable nommée .b, également de type référence vers un objet de la classe .. La ligne 6 construit un second objet avec l'expression new. Et affecte sa référence à la variable .b. Si nous supposons que ce nouvel objet est stocké en mémoire à la référence @e312, nous obtenons bien le dessin de la mémoire correspondant à la fin de la ligne 6. Avant de continuer, faisons le point. Nous avons d'abord défini la classe point dans le fichier .java et indiqué que point a deux propriétés, x et y de type int. Après avoir défini la classe dans un programme exécutable différent du fichier .java, nous avons déclaré des variables de type référence vers un objet de la classe point. Après avoir déclaré ces variables, nous avons construit des objets de la classe point et récupéré leurs références dans les variables. J'espère que vous avez maintenant une idée plus claire de ce qu'est une classe, un objet, une variable de type référence, une référence et une propriété. Maintenant que nous avons des objets, nous allons voir comment modifier leur état. Dans l'exemple, lignes 3 et 4, nous avons fusionné la déclaration, la construction et l'initialisation des variables. À la ligne 5, nous affectons la valeur 2 à la propriété x de l'objet référencé par .a. Étant donné que .a correspond à l'emplacement mémoire @556, nous pouvons exprimer cette affectation comme @556.x égale 2. Il est important de noter que modifier la propriété x de l'objet référencé par .a n'affecte pas la propriété x de l'objet référencé par .b, car ces objets sont distincts. De la même manière, à la ligne 6 et 7, nous affectons la propriété y de .a et la propriété x de .b. Enfin, à la ligne 8, nous affectons à .b.y la valeur de la propriété x de l'objet référencé par .a. Cela illustre que nous pouvons utiliser les propriétés d'un objet dans des expressions. Afin de bien comprendre l'effet de ces modifications, intéressons-nous au dessin de la mémoire après les instructions des lignes 4, 6 et 8. À la fin de la ligne 4, nous avons bien les deux objets créés, et leurs références stockées dans les variables .a et .b. Nous pouvons noter que les valeurs de leurs propriétés valent 0, comme après chaque construction. À la fin de la ligne 6, après les affectations des propriétés de .a, on visualise bien que celles-ci ont changé de valeur. On peut également remarquer que les propriétés de l'objet référencé par .b n'ont pas changé et valent toujours 0. Enfin, à la fin de la ligne 8, après les affectations des propriétés de .b, on visualise bien que celles-ci ont changé de valeur. Notamment, on peut voir que la propriété y de .b vaut bien 2. Comme c'est le cas pour les variables de type numérique, les valeurs des propriétés d'un objet peuvent également être tapées par l'utilisateur. Dans l'exemple, ligne 3, on crée d'abord un scanner pour réaliser les saisies. À la ligne 4, on crée un objet de la classe point et on récupère sa référence dans une variable nommée .a. Après cette construction, ligne 5, on demande à l'utilisateur d'entrer la valeur de x. À la ligne 6, on demande au scanner de récupérer la valeur tapée par l'utilisateur, et on affecte cette valeur à la propriété x du point référencé par .a. Ensuite, lignes 7 et 8, on fait la même chose, mais cette fois-ci pour la propriété y. Enfin, ligne 9, on clôture notre scanner.
Juste après le code, nous pouvons voir un exemple d'exécution. Dans cet exemple, comme l'utilisateur tape 2 et 5, on obtient bien le dessin de la mémoire représentée, dans lequel x vaut 2 et y vaut 5. Avant d'en terminer pour aujourd'hui avec les objets, voici quelques remarques. D'abord une petite remarque concernant le vocabulaire. La propriété d'un objet peut également être appelée attribut de l'objet. Nous utiliserons donc les deux dénominations. Une autre remarque concernant un abus de langage, dans notre exemple, .1 n'est pas une variable de type point, mais une variable de type référence vers un point. Avec le temps, on pourra dire que .a est un point, mais pour l'instant, comme nous débutons, il est important de bien marquer la différence entre l'objet et sa référence. Nous allons à présent nous intéresser aux boucles. Pour illustrer leur utilité, voici l'énoncé d'un petit exercice. Écrire le code permettant d'afficher 1000 fois bonjour. Avec les notions introduites jusqu'à maintenant, la seule solution consiste à écrire un programme contenant 1000 fois l'instruction system.out.println, bonjour. Bien entendu, cette solution est ni pratique ni réaliste. C'est ici qu'interviennent les boucles. Une boucle permet de répéter un certain nombre de fois un bloc d'instructions. Dans cet exercice, il s'agit donc de répéter 1000 fois notre instruction system.out.println, bonjour. Dans ce qui suit, nous allons présenter trois types de boucles. La boucle for, la boucle while et la boucle do while. Bien que ces boucles soient interchangeables, nous examinerons l'intérêt de chacune, ainsi que les cas dans lesquels les utiliser, pour obtenir un code lisible qui reflète les intentions du développeur. Commençons par la boucle for, qui, comme toutes les boucles, permet de répéter un bloc d'instructions un certain nombre de fois. Cette boucle débute, comme nous pouvons le voir sur l'illustration schématique, par le mot-clé for, suivi d'une parenthèse ouvrante. Ensuite nous avons une initialisation, numérotée 1, suivie d'un point-virgule. Puis une condition, numérotée 2, également suivie d'un point-virgule. Et enfin une incrémentation, numérotée 4, et suivie de la parenthèse fermante. Puis nous avons, entre accolades, le bloc d'instructions que nous souhaitons répéter, et numéroté 3. Analysons, à présent, l'exemple de code donné permettant d'afficher 3 fois bonjour dans la console. Dans cet exemple, l'instruction d'initialisation se résume à la déclaration d'une variable index initialisée à 1. La condition, quant à elle, consiste à tester si l'index est inférieur ou égal à 3. Enfin, l'instruction d'incrémentation consiste à affecter index plus 1 à la variable index, ce qui permet de l'augmenter de 1. En ce qui concerne le bloc que nous souhaitons répéter, il s'agit simplement de l'affichage de bonjour dans la console. Maintenant, regardons dans quel ordre s'exécute cette boucle. On commence par l'initialisation 1, c'est-à-dire la déclaration et l'initialisation de index à 1. Ensuite, on évalue la condition 2, on teste si index est inférieur ou égal à 3. Si la condition est vraie, on exécute les instructions du bloc d'instruction 3, c'est-à-dire l'affichage de bonjour. Puis, on exécute l'instruction d'incrémentation 4, on augmente donc index de 1, et on revient à nouveau à la condition. On continue cet enchaînement tant que la condition est vraie. Par contre, si elle devient fausse, on se positionne après la boucle. Il s'agit de la sortie de boucle. Pour notre exemple, qui permet d'afficher 3 fois bonjour, nous avons noté en bas de ce transparent l'enchaînement des différentes étapes. On commence par 1, l'initialisation. Puis 2, 3, 4, c'est-à-dire l'enchaînement, condition, bloc, incrémentation. Car la condition est vraie, car index vaut 1. Puis à nouveau 2, 3, 4. Car la condition est toujours vraie, car index vaut 2. Puis encore 2, 3, 4, car index vaut 3.
Après ces 3 enchaînements, on termine par 2 et on sort de la boucle. En effet, la condition est devenue fausse, car index vaut 4. À l'issue de cette boucle, on a donc exécuté 3 fois le bloc, et donc bien affiché 3 fois bonjour. Voici un autre exemple d'utilisation de la boucle for, assez classique, dans lequel on utilise la variable d'incrément dans le bloc d'instruction. Dans cet exemple, on fait varier l'index de 1 à 6, et à chaque itération, on affiche simplement l'index. On obtient ainsi l'affichage 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il n'est pas rare d'utiliser cet index dans le bloc pour réaliser, par exemple, des calculs qui dépendent de l'index. Un traitement classique consiste à calculer la somme des entiers de 1 jusqu'à une valeur fixée. Dans le code présenté, nous calculons la somme des entiers de 1 à 6. Pour cela, nous déclarons une variable somme, permettant de stocker le résultat, et que nous initialisons à 0. Ensuite, nous faisons varier l'index de 1 à 6, et à chaque itération, nous ajoutons l'index à notre somme, ce qui permet de bien sommer les entiers de 1 à 6. À la fin, on affiche la somme qui vaut bien 21, comme on peut le voir sur l'exemple d'exécution. Nous aborderons plusieurs exemples de ce type en TD et en TP, pour approfondir votre compréhension et mettre en pratique ces concepts. Maintenant que nous nous sommes initiés à l'utilisation de la boucle for, intéressons-nous à la boucle while. La boucle while permet de répéter un bloc d'instruction tant qu'une condition est vraie. Elle a la structure suivante. Elle débute par le mot-clé while, suivi d'une condition entre parenthèses, numérotée 1. Puis, nous avons, entre accolades, le bloc d'instruction que nous souhaitons répéter et numéroté 2. Analysons à présent l'exemple permettant de diviser un entier value par 2, tant qu'il est pair. Dans cet exemple, la condition teste si value modulo 2 vaut 0, c'est-à-dire si value est pair. Le bloc d'instruction, quant à lui, permet de diviser la valeur par 2. Maintenant, regardons dans quel ordre s'exécute cette boucle. On commence par évaluer la condition 1, c'est-à-dire, est-ce que value est pair? Si la condition est vraie, on exécute les instructions du bloc d'instruction 2. Dans notre cas, on divise value par 2, puis on revient à l'évaluation de la condition. On continue cet enchaînement tant que la condition est vraie. Par contre, si elle devient fausse, on se positionne après la boucle. Il s'agit de la sortie de boucle. Pour notre exemple, si value vaut 88 juste avant le début de la boucle, nous allons avoir le cycle d'exécution noté tout en bas du transparent. D'abord 1 puis 2, car value vaut 88. Puis à nouveau 1 puis 2, car value vaut 44. Et encore 1 puis 2, car value vaut 22. Puis on termine par 1, et on sort de la boucle. En effet, la condition est devenue fausse, car value vaut 11 et n'est plus pair. Remarquons qu'il se peut, quand on utilise une boucle while, que le bloc d'instruction ne soit jamais exécuté. Par exemple, c'est le cas si la variable value vaut 15 juste avant la boucle. Pour conclure, en français, une boucle while se résume à: tant que la condition est vraie, réalisez le bloc d'instruction. Attaquons-nous à présent au dernier type de boucle, c'est-à-dire la boucle do while. Celle-ci inverse simplement la condition et le bloc d'instruction par rapport à la boucle while. En français, la boucle se résume à: réaliser le bloc d'instruction tant que la condition est vraie. Elle garantit donc que le bloc d'instruction sera effectué au moins une fois, contrairement au while. D'un point de vue syntaxique, elle débute par le mot-clé do, suivi d'un bloc d'instruction numéroté 1. Puis, nous avons le mot-clé while, suivi de la condition entre parenthèses numérotée 2.
Enfin, il ne faut pas oublier le point-virgule final à la suite de la condition. Dans l'exemple, illustrant l'utilisation de la boucle, on demande à un utilisateur de saisir un entier tant que l'entier est positif. Comme on peut le voir, le bloc d'instruction permet donc d'afficher la demande et de stocker l'entier tapé par l'utilisateur dans la variable value. La condition, quant à elle, teste simplement si l'entier est positif. Si l'utilisateur tape 12, puis 8, et enfin 0, nous allons obtenir le cycle d'exécution noté en bas du transparent. On débute par l'exécution du bloc d'instruction 1, puis par l'évaluation de la condition 2. Comme la condition est vraie, car l'utilisateur a tapé 12, on recommence. Comme la condition est à nouveau vraie, car l'utilisateur a tapé 8, on recommence à nouveau. Et enfin on sort de la boucle, car la condition est à présent fausse, suite à la saisie de 0 par l'utilisateur. On a donc enchaîné 1 et 2, 3 fois. Dans un programme, le choix du type de boucle dépend des besoins spécifiques de votre logique. Le choix doit annoncer l'intention, même si les boucles sont interchangeables. La boucle for est idéale lorsque le nombre d'itérations est connu à l'avance. Elle permet une initialisation, une condition et une incrémentation au même endroit. La boucle while est utilisée lorsque le nombre d'itérations n'est pas connu à l'avance. La condition est évaluée avant chaque itération, ce qui peut conduire à 0 itération si la condition est fausse dès le départ. La boucle do while est semblable à la boucle while, mais garantit qu'au moins une itération est effectuée. La condition est évaluée après l'exécution du bloc d'instruction. Lors de l'utilisation d'une boucle dans un programme, il faudra donc toujours vous interroger sur le choix de la boucle la plus appropriée. Dans ce cours, nous avons vu comment définir une classe. La définition permet d'indiquer quelles sont les propriétés des objets de la classe. Ensuite, nous avons déclaré des variables de type référence, permettant de référencer des objets. Enfin, nous avons construit des objets, stocké leurs références dans des variables, et modifié leur état par l'intermédiaire de ces variables. Pour comprendre finement ces notions, nous avons dessiné, après chaque étape, l'état des variables et des objets. Dans la deuxième partie du cours, nous avons abordé les différentes boucles, leur exécution précise, et l'utilité de chacune selon la situation.